Alors cette semaine, je lisais Mémoire d'une fourmi de Bernard Werber, qui est une biographie de l'auteur dans laquelle il expliquait un petit peu son parcours puisqu'il l'a mené à l'écriture, puisqu'il l'a mené à publier tous ses romans. Alors j'étais assez surpris de découvrir que Bernard Werber réécrivait ses romans plusieurs fois sans même relire sa copie précédente avant de parvenir à publier un roman, avant d'arriver à un résultat qui est satisfaisant pour lui. Donc dans sa biographie, il expliquait que pour son premier roman, Les Fourmis, il y avait plus d'une dizaine de fois réécrit le roman au complet, donc vraiment de A à Z, sans même relire les copies précédentes. C'est du moins ce qu'il dit pour certaines copies. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est un détail, c'est une façon d'écrire qui est pas habituelle, mais qui se voit vraiment dans l'écriture de l'auteur. Ça m'a amené à me re-questionner un petit peu sur la façon dont sont écrits les romans, puis les différentes méthodes qu'utilisent les auteurs, puis l'impact que ça a sur leur écriture, puis sur leurs œuvres. Donc vraiment, je dis que j'ai été surpris pour Bernard Werber, mais en même temps, c'était quelque chose auquel il fallait s'y attendre, parce que Bernard Werber a cette écriture-là qui est très précise, qui va toujours droit au but, avec aucun excédent. Donc vraiment, les personnages, il y en a un minimum. Puis ces personnages-là sont tous très différents. Ils ont tous une utilité très particulière. Puis il n'y a pas de moment dans l'histoire où une intrigue n'est pas résolue, où il y a une partie de l'histoire qui n'était pas nécessaire pour faire avancer le roman. Puis évidemment, c'est une qualité qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs, mais c'est quelque chose qui se voit particulièrement dans la plume de Werber. Donc pour donner un exemple, Les Fourmis, qui était son premier roman, puis qui est d'ailleurs très bon. Donc il y avait une partie avec des fourmis, puis il y avait une autre partie qui était dans le monde humain. Puis ces parties-là se recoupaient vraiment de façon très méthodique. Puis c'est surprenant de voir à quel point le roman était concentré. Et donc quand il dit qu'il a écrit plus d'une dizaine de réécritures pour Les Fourmis, avant même d'envoyer son texte chez différents éditeurs, c'est quelque chose qu'on est vraiment capable de voir dans le texte. Ça se ressent tout au long. Puis c'est pas seulement le cas des fourmis, là, les thanatonautes, c'est le cas aussi. Cette fois-ci, le roman est séparé en chapitres, mais c'est des chapitres qui sont extrêmement courts. Donc il y en a presque 300, puis chaque chapitre apporte vraiment quelque chose à l'histoire, ou du moins ils ont tous une utilité dans le roman, d'une façon qui est très particulière. Je parle des thanatonautes, autant parler de Le Papillon des étoiles, qui est un roman assez populaire de Bernard Werber lui aussi. Que j'avais moins apprécié. Enfin, c'est pas vraiment que je l'avais moins aimé, mais c'est plutôt que j'avais des opinions assez bipolaires sur le roman. En fait, je m'explique. D'une part, c'est une histoire qui était très bonne, mais d'une autre, justement, je crois que dans ce roman-ci, il poussait un petit peu trop loin l'aspect d'être très concis, puis de garder vraiment l'essentiel à l'histoire. Je trouvais que ces personnages souffraient de cette concision-là. Et dans ce roman-ci particulièrement, la façon dont il écrit, donc en différents jets, en même parfois plus d'une dizaine de jets, je crois que c'est dans ce roman-ci où ça fonctionnait un petit peu moins. On a l'impression, ou du moins c'est mon opinion, j'ai l'impression que le cœur du roman a été un peu perdu entre les lignes. C'est assez difficile à expliquer, mais on dirait que ce qui est important dans l'histoire, puis ce qui devrait être dans l'histoire, il y a un décalage entre les deux. Puis ce qui se retrouve dans le roman est seulement ce qui devrait être dans l'histoire, puis ce qui devrait faire avancer celle-ci. Et je trouvais que c'était moins bien réussi dans ce roman-là. Mais à mon avis, la façon dont écrit un auteur a un gros impact sur son texte. Puis ça s'étend bien au-delà de simplement Bernard Werber. Là, je peux donner d'autres exemples, encore une fois dans la science-fiction. Donc je pense notamment à Robert Heinlein, qui a écrit par exemple les histoires du futur que j'ai juste ici, qui sont une suite de nouvelles, mais il a également écrit des romans. Et ce qui est intéressant avec cela, c'est que Robert Heinlein, selon les rumeurs, c'est pas, je me rappelle plus si lui-même le dit, mais ce que beaucoup racontent à son sujet, c'est qu'il écrivait ses romans d'une traite, dans le sens où il ne revoyait pas son écriture, et donc tout ce qu'il écrivait se retrouvait publié, ou en tout cas tous les romans qu'il faisait, il les écrivait en un seul jet, avec une quantité vraiment minimale de révisions. Donc il était un petit peu à l'opposé de Bernard Werber, puis à mon avis, c'est quelque chose qui se retrouve
dans son écriture, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors ça fait longtemps que j'ai pas lu Histoire du futur, mais à mon souvenir, c'était des nouvelles qui parfois s'étendaient un petit peu plus, qui avaient tendance à être un peu moins concentrées, puis à faire vivre les personnages à travers ça, à faire, dans le cas de Heinlein, il est plus concentré sur les concepts de science-fiction, mais ces concepts-là étaient vraiment poussés jusqu'au bout, et Heinlein était vraiment plus dans l'optique de rajouter de l'information, puis de pousser ces histoires au maximum de leur capacité, pousser ces concepts au maximum de leur capacité. Et c'est quelque chose qui se ressent. Évidemment, c'est une approche qui est totalement différente de Bernard Werber, mais qui se ressent particulièrement dans ces histoires-là. Donc, je parle de Histoire du futur encore une fois, là, donc tous ces volumes-là. Mais il n'y a pas que Robert Heinlein. Donc, dans les auteurs de l'âge d'or, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui procédaient un petit peu d'une façon similaire, qui étaient des hommes parfois très intellectuels, qui avaient tendance à écrire vraiment beaucoup et à être concentrés un peu plus sur la quantité que la qualité. Parfois, ça donnait de très bons romans, d'autres fois un peu moins, mais à travers la grande quantité de romans qu'ils faisaient, se trouvaient parfois des romans qui étaient meilleurs, puis qui sont encore édités de nos jours, preuve que c'est une méthode qui fonctionne peut-être tout aussi bien que celle de Bernard Werber. Donc je pense notamment à Cordwainer Smith, qui avait l'habitude d'écrire ses histoires en un seul jet, mais aussi de les écrire en un espace de temps extrêmement limité. Donc pour sa longue série des Seigneurs de l'instrumentalité, on dit que ces nouvelles, il les écrivait en un seul jet, puis il les écrivait d'un bout à l'autre sans s'arrêter. Donc j'ai l'impression que Cordwainer Smith, c'était un cas un petit peu plus à part, mais l'impact qu'a eu cette méthode-là sur ses histoires est peut-être un peu plus léger. Donc c'est moins quelque chose qu'on retrouve, puis je sais pas comment ça se manifesterait autrement, mais c'est peut-être plus dans la clarté de ces histoires, puis la façon dont elles sont concentrées, où on remarque un peu plus cette méthode-là. Dans tous les cas, Cordwainer Smith, c'est un auteur assez particulier, avec une méthode particulière, une histoire de vie qui est assez particulière, mais aussi des histoires qu'il a écrites qui sont très spéciales. Donc, Les Seigneurs de l'instrumentalité, c'est quelque chose, c'est une lecture que je conseille particulièrement. Dans la même veine qu'Heinlein et Cordwainer Smith, il y aurait peut-être Isaac Asimov, un peu plus connu celui-là, qui a écrit des centaines et des centaines de textes qui encore aujourd'hui ne sont même pas tous publiés, ne sont même pas tous traduits, encore moins. Et ce qui est assez étonnant connaissant l'auteur, puis sachant qu'il est aussi lu de nos jours, même de nombreuses années après sa mort. Et donc, Isaac Asimov, je suis un peu moins familier avec ses habitudes d'écriture, mais de ce que je sais, je crois que c'était un auteur qui n'arrêtait pas d'écrire. Donc, il a vraiment fait ça toute sa vie, puis il écrivait tous les jours. Dès qu'il pouvait, il était assoiffé d'écrire. Et c'est quelque chose qui se ressent dans ses romans. On voit vraiment qu'il est habitué d'écrire, mais il n'y a pas un souci du détail, puis un souci de la prose, ça c'est certain, qui est très grand. Donc, c'est un auteur qui a une prose qui est un peu plus... qui se rapproche un peu plus de l'oral, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais disons qu'il se concentre plus sur l'histoire en elle-même que les mots qui sont écrits. Donc les mots sont tout simplement une façon de communiquer les concepts auxquels il pense, puis les personnages qu'il invente. Puis au final, c'est seulement quelques romans d'Asimov qui sont encore lus aujourd'hui dans les centaines de romans qu'il a écrits. Alors je crois que c'est assez juste de dire que Isaac Asimov était plus un auteur qui se concentrait sur la quantité, puis comme vous pouvez voir, ça a assez bien fonctionné. Donc, que ce soit pour le cycle des robots ou Fondation, évidemment. Alors là aussi, c'était une méthode d'écriture qui était assez intéressante. Puis finalement, on parlait de se concentrer sur la quantité. Il fallait absolument que je parle de lui, L. Ron Hubbard, que vous connaissez peut-être pour la scientologie, mais qui a également écrit des centaines et des centaines et des centaines de romans. Il était un homme qui était extrêmement productif, qui ne faisait qu'écrire de sa vie. Du moins, c'est l'impression qu'on a lorsqu'on voit la quantité de romans qu'il a écrit. Et pour beaucoup, c'est rien de moins que l'auteur le plus prolifique de la science-fiction. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans ses romans. On est très loin du Bernard Werber, là. On s'y est éloigné vraiment beaucoup. C'est des romans qui sont bien moins concentrés et qui vont un peu partout en termes d'histoire. Mais il y a tout de même un certain intérêt. Terre, champ de bataille, qui est censé être un seul roman, mais que j'ai en trois livres ici, est un roman assez populaire de la science-fiction de l'âge d'or. Puis d'ailleurs, il y a eu plusieurs films qui ont été adaptés des histoires de L. Ron Hubbard. Donc je crois qu'être aussi prolifique
a fonctionné pour certaines histoires, évidemment. Mais évidemment, il n'y a pas seulement les auteurs de science-fiction qui sont connus pour être aussi prolifiques. Il y a des auteurs français qui sont assez intéressants à cet égard-là. Le premier, selon moi, c'est Émile Zola avec Germinal ici, mais il a écrit des dizaines et des dizaines de romans. Puis c'est pas les romans les plus courts, là, comme vous pouvez le voir, souvent c'est des romans fleuves, des grosses briques. Et c'est un auteur qui a une très belle prose. Donc, à l'opposé de certains auteurs de science-fiction dont je parlais tout à l'heure, il a une très belle prose. Puis il a aussi écrit une quantité énorme de romans. Donc on peut penser à Émile Zola. Mais il y a aussi, pour se rapprocher un peu de la science-fiction, Jules Verne. Jules Verne qui a écrit plus d'une centaine de romans dans sa série des Voyages extraordinaires. Puis de son côté, la prose est un peu plus un souci. En tant qu'auteur classique français, c'est peut-être pas celui qui a gagné le plus ses lettres de noblesse. Donc il y en a encore beaucoup qui croient que Jules Verne a une prose assez médiocre. Je crois que c'est pas tout à fait le cas, mais je crois aussi que c'est pas l'auteur avec la plus grande concision. Donc ça c'est assez certain. Et je crois que chez Jules Verne, cet aussi gros volume d'écriture-là se ressent davantage dans la façon dont sont structurées ces histoires. Donc c'est peut-être léger, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué à travers beaucoup de ces romans, surtout ces romans qui sont un peu moins connus. La structure de l'histoire est pas tout à fait au point. On dirait qu'il manque quelque chose. Donc je pense à Paris au 20e siècle, qui est un roman qu'il a écrit avant même ses histoires extraordinaires, donc c'est un roman très tôt dans sa carrière. Mais je crois que la structure de cette histoire-là était assez mal maîtrisée. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu plus tard dans l'écriture de Jules Verne. Donc Le Rayon Vert, qui est également un roman que Jules Verne a écrit, cette fois-ci un peu plus tard là, dans sa carrière. Je ne sais pas quand exactement il a écrit ce roman-ci par rapport à Paris au 20e siècle, mais il avait déjà écrit plus d'une dizaine de romans entre les deux. Et je crois que Le Rayon Vert est aussi un roman qui est assez expédié, qui est moins lu pour cette raison, mais je crois que c'est vraiment le fait que Jules Verne était un homme qui écrivait autant, puis qui était capable d'être aussi prolifique, qui explique pourquoi la structure de ce roman-ci est un peu moins maîtrisée. Il y a aussi Ted Chiang qui est un cas assez intéressant, qui lui ne publie que des nouvelles. Puis au cours de sa carrière de plus d'une trentaine d'années, il a écrit seulement 2 recueils de nouvelles. Donc c'est assez surprenant à quel point il a peu publié de ses nouvelles, mais c'est un homme qui se concentre surtout sur la qualité. Donc on sait que c'est seulement ses meilleures nouvelles qui sont publiées. Puis je serais assez curieux de savoir combien de ces textes il a tout simplement abandonné, mis aux poubelles. Mais donc on parle vraiment de seulement la crème de la crème qui est publiée dans ces recueils. Donc toutes les nouvelles qui se retrouvent dans La Tour de Babylone, par exemple, sont des nouvelles qui sont très grandes et qui donnent vraiment l'impression que ce qu'on lit, c'est le meilleur qu'a pu faire Ted Chiang. Il pousse vraiment ses limites littéraires. C'est du moins l'impression qu'on a. Et donc, de bout en bout, c'est un recueil qui est très bon, avec très peu de nouvelles qui sont moins appréciées. Donc, si vous appréciez une de ces nouvelles-là, vous appréciez les autres. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le processus d'écriture, puis son impact sur différents romans. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis je vous remercie de l'avoir écoutée. Merci beaucoup.